Merci Abdoulaye, merci Laziza. Je vais donc commencer cette masterclass. D'abord, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui et d'accepter d'entendre parler de prospective, ce qui n'est pas très fréquent. Et je vais commencer pour cela, à vous parler de la nouvelle donne éducative. Alors, la nouvelle donne éducative, dans notre propos, cela va être un moyen de parler de prospective, mais je vais revenir sur le sujet à la fin. En attendant, ce que je vous propose, c'est de vous emmener en voyage. Et ce voyage va commencer il y a très longtemps, il y a presque 250 000 ans, 300 000 ans, à une époque où nous vivions tous dans un monde qui était un monde que nous allons appeler zéro par convention, qui est le monde dans lequel l'humain a émergé en tant qu'espèce spécifique qui a été capable d'évoluer et de bâtir des civilisations. Durant ce premier monde, notre modèle, notre paradigme, en réalité, était celui de l'expérimentation. À l'époque, le plus important pour notre survie, bien évidemment, c'était notre sécurité. Et nous restons, en tant qu'animaux civilisés, extrêmement attachés à cette sécurité. Sécurité vis-à-vis de la nature, sécurité par rapport aux autres humains, et bien évidemment, toutes nos activités en matière d'alimentation, d'organisation, de reproduction, tout ce que vous voulez, étaient conditionnées par ce facteur de sécurité. Et c'est dans cette ambiance-là que nous avons expérimenté jusqu'à pouvoir devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et à l'époque, nous l'avons fait parce que nous étions capables d'un processus d'apprentissage qui fonctionnait par essai-erreur, par communication intuitive, par presque devinette, mimétisme, parce que le mimétisme est foncièrement à la base de l'apprentissage, mais aussi par des grands mythes, des grandes histoires qui nous étaient racontées et qui façonnaient nos visions du monde. Et peu à peu, nous sommes sortis de ce monde zéro. Nous avons commencé à réfléchir, à développer nos propres visions du monde, à développer un état d'esprit particulier. Et lorsque cette grande transition de la sédentarisation est arrivée, nous étions prêts pour commencer à construire un nouveau monde. Ce nouveau monde, vous le connaissez tous. C'est le monde de l'Anthropocène dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde dans lequel nous avons commencé par développer de l'ingénierie, c'est-à-dire savoir construire des choses, calculer, pouvoir anticiper aussi, pouvoir développer des canaux d'irrigation, pouvoir tout ce que vous voulez. Mais tout ça s'est fait dans un paradigme qui est devenu de plus en plus omniprésent. Et ce nouveau paradigme, c'était celui d'une fabrication exponentielle. Toutes nos connaissances, tout cet ensemble d'ingénierie, de connaissances, d'industrialisation, s'est mis au service d'une capacité de production de plus en plus grande, qui nécessitait bien évidemment de trouver son marché, parce que lorsque vous produisez des biens, c'est pour qu'ils soient consommés, et que cette capacité du marché à rencontrer cette offre passait bien évidemment par la question de l'appropriation. Pour s'approprier, il faut pouvoir acheter, d'où le développement des banques, de la finance, etc. Et puis pour assurer ce que nous possédions, puisque notre aversion au risque, on l'a dit tout à l'heure, était vraiment importante, nous avons développé tout cet appareillage de protection contre les risques. Et ce paradigme a été le paradigme dominant quasiment depuis 7000 ans. Imaginez. Comment a-t-on pu réussir à maintenir un paradigme unique pendant autant de temps? Eh bien parce que nous avons organisé un système de transmission des connaissances extrêmement élaboré, fondé sur une communication formelle, avec ce qu'on appelle le magister dixit, c'est-à-dire l'autorité de l'enseignant, de celui qui transmet son savoir, et puis des contraintes fortes, que ce soit des contraintes scolaires, des contraintes académiques, et tout un appareil en fait éducatif qui s'est mis en place depuis les petites classes jusqu'à l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, qui a été capable de pérenniser ce paradigme. Mais voilà que nous arrivons à la veille ou au moment d'une nouvelle grande transition. Et cette nouvelle grande transition
nous voit déjà prêts en réalité. C'est-à-dire que nous voyons bien que pour une certaine partie de la population du monde, une nouvelle vision du monde est en train d'émerger, de nouvelles valeurs sont en train d'apparaître. Alors quel est le monde que cela préfigure? Eh bien, c'est un monde dans lequel nous avons 3 drivers, selon le jargon de la prospective, c'est-à-dire 3 grands facteurs de changement, lignes de force du changement, que sont la bienveillance, la sanité, c'est-à-dire s'efforcer de vivre nous-mêmes sainement dans un monde sain, et la croissance. Bien évidemment, ces 3 drivers s'entourent de tout un ensemble de tendances, que ce soit l'edutainment, c'est-à-dire le fait d'apprendre de manière de plus en plus ludique, mais aussi l'empathie, l'aspiration à la liberté, à la coopération, le besoin d'un développement soutenable, etc. Dans ce monde, nous voyons émerger à nouveau un paradigme, mais cette fois, comme vous pouvez le voir, il est complètement inversé. Il ne s'agit plus d'avoir la sécurité qui est dominante. Vous voyez que là, la sécurité, elle a été repoussée dans l'autre partie de la balance. La sécurité, l'aversion au risque, désormais, sont moins importants que l'accès. Et je parle bien d'accès, pas de propriété cette fois. Que la facilité, tout de suite. L'immédiateté aussi. Et enfin, des services fondés sur la confiance. Imaginez par exemple que vous disiez à vos grands-parents ou arrière-grands-parents que vous allez acheter un bien sans le voir, sans connaître le propriétaire qui vous le vend, et en lui envoyant de l'argent avant même de le recevoir. C'est la définition aujourd'hui de la plupart de nos achats sur Internet. Croyez-vous que cela aurait paru sain, que cela aurait paru normal il y a encore même pas 50 ans? Bien sûr que non, parce que ce nouveau paradigme qui émerge est en train de révolutionner complètement le paradigme précédent. Néanmoins, nous ne sommes pas encore dans ce monde. Et bien évidemment, vous allez me demander quand est-ce qu'il va arriver. Et comme tout bon prospectiviste, je vais vous répondre que je ne sais pas. Ce que je sais néanmoins, c'est que la grande transition que nous sommes en train de traverser a commencé il y a déjà plus d'un siècle. C'est vers le milieu du 19e siècle que l'on voit apparaître des éléments de changement absolument significatifs qui nous ont fait progressivement sortir du monde 1.0 dans lequel nous étions. Parmi ces changements que vous connaissez, on a cette urbanisation galopante, on a cet accès à une mobilité sur toute la planète, le passage d'un monde essentiellement centré sur l'Atlantique à un monde de plus en plus centré sur le Pacifique. On a le pic démographique qui va nous emmener à 9 à 10 milliards d'habitants en 2050, c'est-à-dire 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. Et puis devant nous, ces grands enjeux extraordinaires que sont le changement climatique, tout ce qui est de l'ordre de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets, et enfin celui de la stérilité humaine qui nous pose un problème assez majeur à très long terme. Toutes ces tendances se télescopent pour brouiller le paysage que nous avons devant nous. Donc nous sommes comme sur cette route que vous voyez devant vous, c'est-à-dire que nous voyons bien qu'il y a un virage, il est évident, mais ce qu'il y a de l'autre côté du virage, personne ne le sait. Nous ne savons pas si de l'autre côté, il s'agit d'un précipice, si au contraire, nous allons continuer à tourner, si nous allons franchir une montagne, nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté. Nous voyons juste cette route et nous savons que eh bien, dans les quelques décennies qui viennent, elle va se poursuivre avec son beau bitume, milieu de la forêt, mais nous ne savons pas où elle nous emmène. Eh bien, ce monde qui se télescope, où il y a énormément d'incertitudes, de volatilité, de complexité et d'ambiguïté, est ce qui s'appelle aujourd'hui un monde VUCA. Alors le monde VUCA, comment vous dire? C'est comme un processus de subduction. Vous savez, en géologie, vous vous souvenez sans doute avoir étudié la tectonique des plaques. Eh bien, imaginez les 2 grandes plaques que vous avez à l'écran. Tout d'abord, cette première plaque ici, qui est la plaque du monde 1.0 et qui vient s'enfoncer progressivement sous une plaque des mondes futurs qui sont en train d'émerger. Ces mondes futurs naissent de nos rêves et de nos aspirations. C'est pourquoi la culture est tellement importante, parce que c'est elle qui génère
cette aspiration, et cette aspiration vient d'une certaine manière contaminer nos actions et orienter nos actions vers le fait de réaliser ces aspirations. Dans le monde qui est en train de s'effondrer, que vous voyez ici, ce monde 1.0, les facteurs de progrès nous ont permis de développer depuis, je vous le disais, pratiquement à la fin du néolithique, l'entrée dans l'histoire, eh bien, nous ont permis de construire cette civilisation à l'échelle mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, eh bien, ces facteurs de progrès se sont transformés en dysfonctionnement. Et nous nous sommes mis à générer de plus en plus d'inégalités, de plus en plus de pollution, une prédation sur notre monde qui est devenue aujourd'hui insoutenable. Nous avons vu que les phénomènes d'autorité ont fini par tourner à l'agressivité, que la verticalisation a abouti au silotage et qu'aujourd'hui la complexité est interprétée comme des complications et non pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un enrichissement de notre approche du monde. Alors dans ce monde VUCA, eh bien, nous avons en face de nous un certain nombre de facteurs de rupture qui sont en train de nous interpeller. Bien évidemment, les premiers facteurs auxquels vous pensez, ce sont les facteurs technologiques, notamment dans le domaine des biosciences et techniques, où là où nous voyons les humains augmentés, nous voyons les hommes génétiquement modifiés, la bioingénierie, tout ce qui est de l'ordre des neurosciences, etc. Nous avons aussi d'autres technologies qui vont considérablement changer notre paysage, comme la fabrication additive, l'Internet des objets ou les nanostructures, par exemple. Mais il n'y a pas que les technologies qui façonnent notre devenir. Il y a aussi, par exemple, la mondialité, c'est-à-dire le fait que nous sommes progressivement passés de petits territoires en lutte les uns contre les autres, c'était l'époque des seigneurs de guerre et des fiefs. Nous sommes passés à une véritable planète mondialisée, dans laquelle nous échangeons, à l'échelle de laquelle nous nous situons de plus en plus. Et la classe moyenne mondiale qui est en train d'émerger est parfaitement représentative de cette mondialité, c'est-à-dire ce qui se passe après la mondialisation, quand nous sommes tous des voyageurs à l'échelle de la planète, que nous sommes capables de parler plusieurs langues ou de nous exprimer dans une lingua franca, qui est l'anglais notamment. C'est cette capacité à consommer tous à peu près de la même manière, les mêmes choses, où que nous soyons sur la planète. Donc cette mondialité nous façonne aussi. Elle fait que de plus en plus, les frontières se gomment, les patriotismes, par exemple, tendent à disparaître. On voit bien émerger là une nouvelle vision du monde. La robotique nous interpelle, elle aussi, sur ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. Y aura-t-il demain des emplois ou du revenu pour tout le monde? Quelles vont être nos relations entre humains et machines? Est-ce que nous allons se comporter avec elles comme avec des objets sans âme? Est-ce qu'au contraire, nous allons développer des relations interpersonnelles avec elles? Déjà, vous le savez, la réalité augmentée nous a changé ou nous transforme. Regardez par exemple l'usage des GPS et notre relation à notre environnement. Nous n'analysons plus l'environnement de la même manière depuis que les GPS le font pour nous, par exemple. Mais tous ces facteurs-là, d'une certaine manière, sont peut-être les moins importants. Les plus visibles, mais les moins importants. Parce que le plus important, ça reste l'Alien Generation. Alien Generation, comme son nom l'indique, Alien, en anglais, c'est celui qui est étranger. Mais étranger, non pas d'un autre pays, mais fondamentalement différent de nous. L'alien, c'est l'extraterrestre. Et aujourd'hui, nos enfants sont cette Alien Generation. Déjà, leurs paradigmes sont différents, leurs valeurs sont différentes. Ce ne sont pas seulement des digital natives, mais ils ont déjà compris que l'accès est plus important que la propriété. Ils ont déjà compris que la coopétition et la collaboration sont plus importants que la compétition individuelle. Cette Alien Generation est fondamentalement autre. Alors après, on peut les appeler millennials, on peut les appeler génération Y, peu importe. Ce qui est important, c'est de comprendre en quoi réside cette altérité. Tout d'abord, ils développent de nouvelles compétences. C'est vrai qu'ils ont une maîtrise spontanée des technologies de l'information et de la communication qui fait qu'en règle générale, ils ne regardent jamais un mode d'emploi.
C'est vrai aussi que pour eux, le calcul, c'est d'abord l'utilisation des calculettes. C'est vrai que leur écriture laisse quelque peu à désirer. C'est d'abord ce qu'ils sont capables d'écrire dans leur langage de texto. Mais au-delà de ça, ils sont capables de développer une véritable culture du zapping qui les amène à élargir leur horizon comme sans doute aucune génération ne l'a fait avant. Leur pratique des jeux vidéo les amène à des qualités assez aiguës d'observation, de stratégie, d'intuition. Ils maîtrisent la synthèse, sans doute mieux qu'aucune génération précédemment qui était plutôt versée dans l'analytique. Ils sont hédonistes. Pour eux, le travail n'est plus une fin en soi. L'important, c'est la vie. Et la vie, c'est souvent pour eux hors travail. Le travail est une nécessité pour gagner de l'argent. Mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est plus une fin en soi. Globalement, ils s'ennuient. Le monde que nous leur offrons ne va pas assez vite, n'est pas assez libre, trop contraint donc, n'est pas assez porteur d'espoir, d'envie. Et c'est compliqué pour eux de vivre. Souvent, ils éprouvent un malaise qui n'est pas que le malaise existentiel des adolescents ou de ces fameux teenagers. Non, non, ils s'ennuient, y compris à 30, 35 ans. La vie est différente pour eux. Ils ne sont pas dans l'appétence que les générations précédentes pouvaient avoir. Ils sont dans l'attente. Ils sont différents aussi parce qu'ils ont vécu dans leur propre univers, qui n'est pas le nôtre. Ils ont leur marque, leur culture, leurs chanteurs, leurs séries. Ils disposent d'un véritable environnement qui leur est propre et qui souvent est en rupture avec l'environnement des générations précédentes. Si bien que la chaîne intergénérationnelle se rompt avec eux. Ils développent aussi une autonomie plutôt précoce vis-à-vis de l'autorité. Et on le voit bien avec les enfants dans la gamme d'âge entre 10 et 12 ans qui se comportent de plus en plus comme des adolescents plutôt que comme des enfants encore. Nous pourrions en parler longtemps, je vous invite à consulter ce qui existe déjà sur le sujet, mais il faut bien prendre conscience que cette question de l'alien generation vient directement nous interpeller. D'ici 2025, ils constitueront 76% de la main-d'œuvre dans le monde et 53% des cadres. Donc il est vraiment important de comprendre en quoi ils sont différents, combien vont décider de sortir du système et qu'est-ce qui finalement les fait vibrer, qu'est-ce qui est capable de les monopoliser, de les intéresser. On sait que l'exemplarité, l'adéquation, le collectif, le sens sont autant de valeurs absolument essentielles pour eux. On sait aussi qu'ils sont dans une logique très différente du monde 1.0. Ils sont passés de l'efficacité au plaisir, ils sont passés de la rationalisation à l'émotion, des savoirs analytiques aux savoirs synthétiques, synergétiques. Donc on voit bien que tout cet immense mouvement les conduit aujourd'hui à afficher des manières de penser vraiment différentes des nôtres. Ils sont désinhibés, beaucoup moins porteurs des postures qui ont imbibé, si j'ose dire, les générations précédentes. Ils sont gender-free pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que la question du genre n'est plus une question qui est au centre de leur relation aux autres. Et enfin, ils deviennent extraordinairement intuitifs. J'imagine que pour la plupart des enseignants qui nous écoutent ici, vous avez dû déjà constater ça. Lorsque vous leur posez une question, ils vous donnent une réponse, et lorsque vous leur demandez de démontrer leur réponse, ils sont dans l'incapacité totale, alors que leur réponse est juste. Mais ils y sont arrivés par des chemins qui ne sont pas nos chemins de démonstration. Alors pourquoi? Eh bien parce que leur pratique du digital est en train d'altérer leur manière de penser. Ils ont dans la tête ce que l'on appelle un plex. Un plex, c'est une grande surface, comme votre écran d'ordinateur par exemple, sur laquelle se posent des objets, comme le bureau d'un ordinateur. Et eux naviguent entre ces objets, font des corrélations, fonctionnent par essai-erreur, d'une manière qui est totalement intuitive et qui n'est pas la manière séquentielle que nous avons appris
dans notre développement entre l'âge de 0 et 6 ans notamment, lorsque, au travers de l'apprentissage, de la lecture, du calcul, eh bien, nous avons fait l'expérience de la connaissance. Eux, cette expérience de la connaissance, ils commencent à la faire à partir de 18 mois, lorsqu'ils sont capables de reproduire le code avec lequel vous avez sécurisé votre téléphone et que, en tâtant les icônes, ils sont capables d'arriver directement à leur jeu. C'est totalement une autre manière d'appréhender le monde. Alors vous me direz, mais ces Alien Generation, est-ce que ce sont eux qui vont façonner le monde qui vient? Malheureusement, ce n'est pas si simple. Vous voyez ici, dans cette analogie avec la subduction, cette cheminée ici, qui est la cheminée par laquelle s'écoule traditionnellement le magma dans un phénomène de rencontre entre deux plaques tectoniques. Eh bien, nous aussi, nous avons notre magma. Et ce magma, c'est la résistance au changement. Les phénomènes de résistance au changement sont proportionnels à l'ampleur des changements. Plus le changement est grand, plus il est structurel, et plus cette résistance est forte. Vous la voyez tous les jours autour de vous, dans le besoin croissant de contrôle, dans la radicalisation des extrêmes, dans la montée du protectionnisme ou des différentes formes de conservatisme, dans le rejet de la différence aussi. Et bien évidemment, dans cette approche-là, il devient extrêmement difficile de procéder à ces changements. Alors, nous nous trouvons, vous voyez là où se trouve ce petit bonhomme, qui représente l'humanité, nous nous trouvons exactement entre ces deux mondes. D'un côté, nous avons le monde 1.0 que nous sommes en train de quitter, qui s'est lentement fragmenté depuis le début du XXe siècle, qui était un monde ordonné, où chacun avait sa place, avec des règles du jeu claires, bref, que nous connaissions bien, qui était supporté par une éducation qui était faite pour cette transmission, avec une reproduction sociale à l'identique, avec la transmission de processus cognitifs séquentiels, c'est-à-dire cette manière de calculer, d'apprendre à écrire, que l'on écrive de droite à gauche ou de gauche à droite, mais nous écrivons toujours de manière séquentielle, et puis avec un ensemble dit de connaissances civilisationnelles qui permettaient, à travers la contrainte sociale, à travers des règles clairement établies, de développer un bagage d'identification culturelle qui permettait de savoir à quel groupe social on appartenait, dans quel type de civilisation on se trouvait. Eh bien, tout cela est en train de changer. Ce changement, vous le voyez, a été très lent tout au cours du XXe siècle, et on sent bien depuis le début du XXIe qu'il est en train de s'accélérer. Il est de plus en plus rapide, de plus en plus disruptif, et d'aucuns le qualifient même de changement exponentiel. Bien sûr, les turbulences du monde VUCA, en plein milieu desquelles nous sommes en train d'évoluer, laissent craindre un effondrement de la civilisation. Nous avons entendu parler des survivalistes et de tout ce qui peut se passer dans ce champ-là. Néanmoins, ce n'est pas la première grande transition que l'humanité a affrontée. Nous sommes capables de passer de l'autre côté, d'aller vers ces mondes dits X.0, parce que nous savons, ils pourront être 2.0, 3.0, 10.0, peu importe, mais ce sont ces mondes qui viennent. Comme nous sommes passés de ces mondes extraordinairement différents qu'était le monde du néolithique au monde dit de l'histoire, au monde historique, eh bien, nous allons là encore être capables de passer, mais à quel prix et dans quelles conditions? La bonne nouvelle, c'est que nous voyons déjà émerger un nouveau modèle de développement. Ce nouveau modèle de développement repose sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'exponentialité. L'exponentialité, vous l'avez tout autour de vous, c'est de plus en plus d'êtres humains sur la planète, de plus en plus de consommation aussi des ressources de cette planète, une digitalisation accrue qui accroît les temporalités, c'est-à-dire où tout devient immédiat, on fait de plus en plus de choses dans une unité de temps donnée, et qui finalement pose la question de notre raison d'être, à nous d'humains. La raison d'être des humains, serait-ce le bonheur, la liberté, le choix? C'est ce que nous voyons en tout cas aujourd'hui dans cet univers de l'industrie X.0, qui est une économie du résultat, vous savez, production de biens que nous louons au lieu de les acheter, qui sont de plus en plus automatisés,
et donc qui nécessite de moins en moins de travailleurs. Ces travailleurs sortent progressivement du système, certains sont réinjectés, mais d'autres en sortent et certains ne veulent plus du tout travailler. D'où les réflexions sur ce fameux revenu de base universel, parce que pour ces travailleurs qui ne veulent plus, mais que la société doit quand même continuer d'entretenir, il va bien falloir trouver une solution. Et puis, vous avez une partie extrêmement importante qui part vers ce qu'on appelle aujourd'hui la gig economy, qui est l'économie des plateformes, mais aussi l'économie simplement de ces gens qui sont capables de travailler chez eux, ici ou ailleurs, simplement en ayant un ordinateur sur les genoux et une connexion Wi-Fi accessoirement. Cette gig economy nous permet de revenir à quelque chose de fondamental pour les êtres humains, on l'a vu tout à l'heure, si vous vous souvenez, avec la bienveillance, ce sont les affinités. Et dès lors, plutôt que de travailler dans une entreprise où nous devons supporter la proximité des collègues que nous n'avons pas choisis, eh bien les giggers, hein, ceux qui travaillent dans cette gig économie, peuvent créer des écosystèmes liquides, c'est-à-dire qui se configurent et se reconfigurent au créer des affinités, des besoins du marché, etc. Donc quelque chose de beaucoup plus fluide que les structures traditionnelles. Donc premier pilier, l'exponentialité. Deuxième pilier, l'humain, remettre l'humain au cœur des systèmes, au centre de ces systèmes. Troisième pilier, la nature. Nous commençons à comprendre que nous ne pouvons pas survivre sans les services écosystémiques que la nature nous rend. On l'a vu, le changement climatique est une chose, mais derrière lui, ce que nous avons souvent tendance à oublier, c'est l'extraordinaire degré de pollution que nous générons, cette empreinte écologique qui met à mal la capacité de régénération de la nature et qui nous emmène vers des situations qui peuvent être absolument dramatiques puisque nous ne sommes pas encore aujourd'hui capables de vivre indépendamment de cette nature qui nous nourrit, qui nous permet de vivre, qui génère notre oxygène aussi à la surface de la Terre. Alors nous essayons d'entrer dans des procédures de décarbonation notamment, mais aussi de biomimétisme en essayant de comprendre pourquoi la nature, elle, produit des systèmes qui rejettent extrêmement peu de déchets, qui sont beaucoup plus efficaces que nous. Regardez, ne serait-ce que notre cerveau, nous sommes capables aujourd'hui de beaucoup plus d'échanges neuronaux que n'importe quelle machine, et pourtant nous ne consommons quasiment rien en termes d'énergie, alors que les machines consomment énormément. Bon, mais cela nous oblige aussi à développer d'autres systèmes de préservation, de restauration de la nature. On connaît par exemple le Green Wall, c'est-à-dire ce mur vert qui est en train d'être construit au sud du Sahara par les pays qui y participent, mais ce sont aussi tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de l'agriculture écologique, avec le développement des fermes Songhai, la permaculture, etc. Enfin, quatrième pilier, la planétarisation. La planétarisation, c'est une prise de conscience qui se fait. Je parlais de mondialité tout à l'heure, et bien la planétarisation se construit sur cette mondialité. C'est la prise de conscience que ce n'est pas le local contre le mondial ou le mondial contre le local. La seule voie d'avenir est un équilibre entre le monde et le territoire. Quand vous relocalisez une entreprise chez vous et que vous l'enlevez d'un autre pays, eh bien cet autre pays va mettre des gens au chômage, cet autre pays va en souffrir. Donc on commence de plus en plus à comprendre que nous faisons partie d'un seul et même organisme extrêmement interdépendant, interagissant, qui est le monde, qui est cette civilisation mondiale que nous avons construite, et nous sommes désormais obligés de réfléchir dans ce cadre-là. Les déchets se réfléchissent non seulement au niveau local, mais bien évidemment au niveau de la planète. La subsidiarité, c'est l'échelon le plus pertinent pour pouvoir régler un problème, puisque c'est l'échelon qui a créé le problème. La proximité aussi, qui permet de résoudre un certain nombre de choses. Donc nous voyons bien que ce modèle de développement essaye peu à peu de compenser les dysfonctionnements que nous avons générés et de faire apparaître de nouvelles manières de fonctionner plus efficaces, non seulement pour nous, pour nos systèmes, mais aussi pour la planète. Tout cela, bien évidemment, ne peut fonctionner que si c'est assis sur un modèle de gouvernance qui est extrêmement important, une gouvernance qui n'est plus une gouvernance idéologique, mais une gouvernance opérationnelle. Une gouvernance qui prend acte des besoins plutôt que de la théorie. Une gouvernance qui peut être hétérodoxe si elle est plus apte à régler des problèmes.
une gouvernance qui tient bien évidemment compte de l'humain à sa plus petite échelle et pas seulement des grandes masses. La gouvernance, c'est aussi la capacité à déléguer à des organismes qui sont au plus près les compétences nécessaires pour pouvoir fonctionner. La gouvernance, c'est l'intelligence collective. Mais la gouvernance X.0, c'est aussi les faits. S'appuyer sur des faits, s'appuyer sur des données, plutôt que réfléchir avec des concepts abstraits, parfois très éloignés du réel, et qui, pour bon nombre d'entre eux, sont déjà obsolètes. Donc vous voyez qu'il y a une véritable révolution à opérer dans l'ensemble de ces 5 piliers et simultanément au cœur de toutes les intersections entre ces 5 piliers. La plupart des évolutions que nous voyons se dessiner aujourd'hui, eh bien, fonctionnent dans le cadre de ce modèle de développement, alimentent ce modèle de développement, que ce soit les expériences de la Positive Planet, par exemple, du mouvement Positive Planet, ou que ce soit les développements que l'on peut observer dans le cadre de l'économie bleue de Gunther Pauli, ou encore en Afrique, parmi toutes les innovations qui sont en train de se développer en Afrique. On voit bien que toutes convergent, quelle que soit leur origine et quel que soit le niveau de développement où elles en sont, toutes convergent vers ce modèle X.0. Alors évidemment, à partir de là, on voit bien que déjà, bien évidemment, ce modèle X.0 n'est pas encore général, mais déjà, il est en train de s'appuyer sur des choses qui sont là, aujourd'hui, maintenant, qui concernent nos paradigmes, nos aptitudes, nos visions du monde, nos valeurs. La première chose, peut-être tout d'abord, c'est le travail. Vous savez que l'évolution du travail aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes, du fait de la machine, du fait aussi du désintérêt pour le travail, du fait du désengagement, du fait de l'incapacité de notre machine économique actuelle à donner du travail à l'ensemble des humains qui sont là aujourd'hui et qui vont naître demain. La problématique aussi de la complexité du travail est de plus en plus grande. Ce n'est pas seulement le travail en lui-même, mais c'est mener une vie au travail, gérer simultanément une vie hors travail. Et c'est tout le poids du end-user que nous touchons là du doigt. C'est-à-dire être tout en bout de la chaîne, celui qui finalement fait tout. Aujourd'hui, vous devez imprimer vos billets d'avion et faire toutes les démarches quasiment à la place des hôtesses qui les faisaient avant ou des agences de voyage. Vous devez imprimer les bulletins scolaires de vos enfants alors qu'avant l'école vous les remettait. Enfin, le poids qui est en train de se former au-dessus de chaque individu dans la moindre de ses tâches devient de plus en plus grand. Alors nous observons au travail ces fameux 3B qui sont les terreurs des DRH, le burn-out, c'est-à-dire trop de travail, ne plus pouvoir continuer à travailler, le bore-out qui est à propos de l'ennui que l'on peut avoir au travail, c'est-à-dire ne pas avoir assez à faire ou des choses qui ne sont pas suffisamment stimulantes et des gens qui s'ennuient de manière effroyable. Et enfin, le burn-out qui est vraiment l'interrogation sur finalement qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi on s'est levé ce matin? C'est le sens que nous donnons au travail que nous faisons. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors bien évidemment, lorsque les jeunes générations voient la manifestation de ces phénomènes chez leurs parents, ça ne donne guère envie de travailler. Parallèlement, ces mêmes jeunes générations développent de nouvelles références culturelles. Parce que ce qui les nourrit aujourd'hui, c'est ce qu'ils trouvent sur le net, et que le net, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas... je vois que j'ai été déconnectée. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Afrique, c'est une autre pensée. Ils sont nourris de tout ce qu'ils peuvent recevoir et c'est à partir de tout ce qu'ils reçoivent qu'ils commencent à élaborer des visions du monde qui sont fondamentalement différentes. Et là, je vous renvoie par exemple au remarquable et très riche atelier de la pensée de Dakar qui ont permis en partie de repenser l'Afrique. Autres éléments, autres facteurs d'évolution, les évolutions sociétales. Vous avez vu se développer les NEET. Les NEET, ce sont
des jeunes qui sont sans éducation, sans emploi, sans formation, sans travail bien évidemment. Et ces NEET sont en recherche d'un monde de paix, d'un monde déconnecté de ce que pourrait être la manière dont nous vivons aujourd'hui. Ils préfèrent se retrancher du monde pour vivre tranquille dans leur univers, plutôt que d'être obligés de rentrer dans la compétition permanente de notre économie. Autres aspects, les nouvelles identités de genre. Désormais, les individus ne s'identifient plus forcément comme hommes ou femmes. On voit apparaître de plus en plus la rubrique « autre », ce qui est interpellant. Il y a bien évidemment de nouvelles parentalités qui se forment. Lorsqu'on commence à avoir des manipulations génétiques, par exemple pour réparer un ADN qui ne fonctionne pas, et lorsque finalement un enfant se retrouve avec 3 parents, 3 ADN distincts, quelle est la manière pour lui d'appréhender cette réalité? Comment doit-il se sentir? Bien sûr, il y a le père et la mère qui l'élèvent, voire 2 pères, voire 2 mères, mais qu'en est-il lorsqu'il y a en plus ce morceau d'ADN qui est en lui, qu'il va transmettre à ses propres enfants et qui ne correspond pas à quelqu'un qu'il connaît ou qu'il peut identifier? Et puis, vous avez toutes ces nouvelles familles qu'on appelle les familles recomposées, qui sont des familles dans lesquelles on n'a même plus de nom pour qualifier les liens entre les uns et les autres. Quelle est cette personne qui vous élève tout au long de votre vie, mais qui n'est pas votre parent biologique? Et quel est cet autre que vous appelez votre frère ou votre sœur, mais qui n'est en réalité pas votre frère ou votre sœur biologique, mais avec qui néanmoins vous partagez une partie de votre vie? Vous voyez que les choses deviennent de plus en plus compliquées et que cette nouvelle génération n'est pas du tout outillée pour la former. Et si nous prenons les évolutions économiques, nous nous retrouvons avec des éléments à peu près analogues, par exemple l'économie de proximité. L'économie de proximité, aujourd'hui, comment se fait-elle? Comment se conçoit-elle? Qui est formé à de l'économie de proximité? Regardez l'économie circulaire, là encore. Comment s'opère-t-elle? On n'en connaît que le visage souvent des fameux chiffonniers du Caire, qui depuis plus de 50 ans font de la circularité leur quotidien. Mais dans la réalité des faits de tous les jours, comment s'organise cette circularité? Comment est-ce que nous aidons les futurs travailleurs à s'en emparer, à s'inscrire dans cette économie? Et je ne parle pas de la gig économie que l'on a déjà vu tout à l'heure, où nous avons des slasheurs, multi-employeurs qui travaillent à la mission, qui privilégient une vie hors travail, qui sont en mode permanent de télétravail, et pas seulement pendant un confinement, et qui ont volontairement choisi cette précarité parce qu'elle leur correspond, parce qu'elle correspond à leur mode de vie. Alors dans tout cela, bien évidemment, quelle est la place de l'éducation? Nous avons globalement 3 grands types de choix. La résistance, la résilience ou la transformation. Si nous optons pour la résistance, eh bien nous faisons ce qu'on appelle du business as usual, c'est-à-dire qu'au terme de cette crise, par exemple, mais qui n'est qu'une crise, nous en aurons d'autres, quelle que soit son origine, eh bien nous reviendrons à notre système traditionnel et nous continuerons d'enseigner dans nos classes les mêmes programmes. Ceci dit, si nous continuons à faire ça, comment allons-nous former ce nouveau tiers de population que sera la population africaine en 2100? Est-ce que nous allons la préparer correctement à trouver de l'emploi dans ce monde-là alors qu'elle en aura besoin beaucoup plus que les autres? De la même manière, pour ceux qui sont dans les mondes du Sud, comme dans les mondes du Nord, il va falloir trouver une solution à cet effondrement de la population active mondiale. Est-ce que ce sont les machines qui rempliront nos tâches? Est-ce que nous importerons à nouveau des travailleurs? Est-ce que les jeunes
de demain accepteront d'être ces nouveaux migrants, avec les conditions assez peu agréables qu'on leur réserve parfois? Est-ce que cette résistance nous permettra de faire face à ces enjeux? Imaginons que nous options plutôt pour la résilience. La résilience, ma foi, c'est une adaptation, je qualifierais de conjoncturelle. Ah très bien, on veut du e-learning, on va mettre du e-learning partout. Mais surtout, on ne change pas les contenus, on ne change pas les programmes. Et dans ce cas-là, comment allons-nous développer la valeur ajoutée humaine dont nous allons avoir besoin pour que le travail humain ait encore un sens comparé au travail de la machine? La machine qui, demain, avec bien moins de pannes qu'elle en connaît aujourd'hui, sera capable de travailler 24 heures sur 24, ne sera pas syndiquée, ne fera pas de réclamation en matière de tâches ou de conditions de travail ou de revenus. Bref, ce fameux coût marginal zéro que Jérémy Rifkin appelait de ses voeux. Et nous, dans tout ça, comment allons-nous les aider à développer cette valeur humaine qui leur permettrait encore d'avoir une place dans l'économie? Est-ce que cette résilience permettra de sortir du monde 1.0 qui a été industrialisé littéralement en termes d'éducation, c'est-à-dire dans lequel nous avons fabriqué du semblable. Nous avons créé du travailleur pion, c'est-à-dire vous prenez un élève qui vient d'une filière donnée et vous la remplacez par un autre élève qui vient de la même filière et vous avez à peu près le même type de travailleur. Nous avons créé de l'éducation à la chaîne. Et nous avons créé, bien évidemment, le résultat de cette éducation à la chaîne, qui est le travailleur à la chaîne. Tout cela ne peut plus durer. Ce à quoi aspire le monde X.0, c'est à passer de l'individu, c'est-à-dire ce travailleur pion, à la personne reconnue comme unique, comme spécifique, comme riche de ses différences par rapport aux autres. Comment est-ce que ce modèle industriel de l'éducation peut gérer l'irruption de l'alien gène, qui ne supporte pas ce modèle et essaie d'en sortir par tous les moyens? Comment est-ce que cela va nous fournir l'humanité dont on a besoin pour remettre l'humain au centre? Comment est-ce qu'elle va pouvoir favoriser les aptitudes plutôt que les compétences étant cette espèce d'unité de valorisation et d'échange qui permet de positionner le travailleur pion sur l'échiquier mondial du travail? Comment enfin générer cet esprit de service, être au service de l'autre, au service de la société, au service du développement que va requérir ce modèle de développement X.0? Alors si la résilience n'est pas suffisante, est-ce que nous allons être capables de transformation, c'est-à-dire de développer une nouvelle donne éducative, une repensée complète du système qui nous permettrait, en s'appuyant sur les deux grandes jambes que sont le digital et le développement des aptitudes, de préparer les nouvelles générations aux ruptures émergentes, d'utiliser pleinement ce processus cognitif dont je vous parlais tout à l'heure, le PLEX, qui permet de traiter l'information par imagerie et par expérience, plutôt que de manière séquentielle comme nous l'avons fait. Est-ce que nous serions capables de cette transformation de l'état d'esprit qui va permettre l'exercice de la liberté, qui va permettre le développement du discernement, de la synthèse, de l'anticipation, ou encore de l'inventivité? Est-ce que nous sommes capables de développer une éducation X.0 permettant de coller et de préparer à ce nouveau modèle X.0? Ce que nous voyons aujourd'hui dans les entreprises, c'est que déjà ce changement est à l'œuvre. Nous ne sommes pas en train ici de parler de science-fiction, nous ne sommes pas en train de parler de ce qui va se passer en 2100. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe en ce moment même. Et en ce moment même, eh bien, ce que nous voyons, c'est dans les industries, dans les entreprises, ce passage des CAPEX aux OPEX, c'est-à-dire des capacités d'investissement aux capacités de fonctionnement,
Parce qu'il est nécessaire aujourd'hui de passer des produits aux résultats. C'est-à-dire que ce que l'on vend, ce n'est pas un logiciel, c'est l'usage du logiciel. Ce que l'on vend, ce n'est plus du pneu, c'est du kilomètre roulé. Et de passer enfin d'un système où l'offre s'imposait à la demande, dans un domaine où la demande s'opposerait, où la demande générerait l'offre. Et dans ces cas-là, on voit bien que ce dont nous avons besoin, c'est d'une pensée systémique. C'est de l'empathie pour comprendre notre end-user dont je parlais tout à l'heure, comprendre ce dont il a besoin, comprendre qu'il faut absolument alléger son fardeau. Comment se mettre à sa place? Comment expérimenter tout ce qui nous permettrait de sortir de ces situations et de faire en sorte que cette nouvelle économie du résultat qui se met en place soit une économie plus efficace et plus légère pour tout le monde, tout en restant productive. Dans les entreprises aussi, on commence à voir que la gig economy, la massification de l'enseignement a produit une compétitivité qui n'avait jamais existé jusqu'à présent en matière de ressources humaines. Ces fameuses politiques talents dont on n'arrête pas de parler, les politiques d'attractivité des DRH, la fameuse marque employeur. On sent bien qu'aujourd'hui, il faut doter les étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou en formation professionnelle, de nouvelles aptitudes. Les sciences humaines et sociales, les sciences comportementales, le développement personnel doivent être au cœur de cette formation, pour les aider à mettre en évidence ce qui les rend uniques, cette richesse justement qui va permettre de les distinguer sur le marché de l'emploi et de faire en sorte qu'à un moment donné, ils rencontreront l'entreprise qui a exactement besoin de ce mouton à 5 pattes. En matière de technologie, nous avons un rythme technologique qui ne cesse de s'accroître et qui nécessite bien évidemment une culture scientifique et technique et une culture digitale de plus en plus importante. Et que malheureusement, on ne donne pas assez généralement au cours de l'éducation. On a aussi besoin de cette capacité que nos étudiants puissent interconnecter des éléments, cette fameuse culture duplex, et en tirer des synthèses. Face à l'infobésité, c'est-à-dire à ce développement exponentiel de l'information, qui souvent n'est pas toujours de l'information, il va falloir développer un esprit critique, des capacités de vérification de ces données, de ces informations. Et on l'a bien vu durant la crise du Covid, il y a une nécessité absolument fondamentale à ce que les jeunes, mais ça devrait être en fait la totalité de la population, soit capable de prendre de la distance par rapport à ces fake news, par rapport à toutes ces histoires que l'on a racontées sur le web, qui ont été véhiculées, reprises, dont souvent même les médias, voire les gouvernants, se sont fait l'écho. Et puis enfin, il y a tous ceux, même très jeunes, qui ne se sentent pas bien. Jamais le taux de mortalité, le taux de suicide infantile n'a été aussi élevé dans le monde. Mal-être des parents qui se répercute sur les enfants, le mal-être de ne pas savoir comment s'y prendre dans ce nouveau monde, de ne pas savoir se comporter, de ne pas savoir les codes, de ne pas avoir les clés de lecture. Les entreprises se plaignent de la nécessité de mettre en place des politiques de bien-être, alors que normalement ce n'est pas leur travail. Mais elles se plaignent aussi de la faiblesse de l'engagement de leurs salariés ou de leurs travailleurs. Et effectivement, ce dont la plupart de ces salariés ont besoin, c'est simplement de mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils ont besoin d'instruments de communication. La pratique, au moins de 2 langues, devrait être une nécessité. Et au Maroc, on le sait bien, vous qui pratiquez en général presque 3 langues, c'est un atout absolument nécessaire pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Une fois encore, l'anticipation, la capacité de collaboration, d'écouter les autres, d'apprendre par les autres, d'apprendre en travaillant ensemble, d'apprendre en se donnant la main, plutôt que dans des postures d'autorité qui n'arrivent plus du tout à mobiliser, à engager. Donc toutes ces nouvelles aptitudes dont aujourd'hui les entreprises et les DRH ont besoin,
c'est-à-dire ceux qui vont employer les jeunes que nous formons actuellement, eh bien, toutes ces aptitudes, la plupart des systèmes éducatifs nationaux ne les offrent pas. Où les jeunes doivent-ils alors aller les chercher? Cela fait les beaux jours des émissions que l'on trouve sur YouTube, comme DataGull, par exemple, comme vous en connaissez sûrement un certain nombre, qui sont des substituts littéralement et qui offrent de la connaissance historique, systémique, globale, Nota Bene par exemple, que les jeunes ne trouvent pas ailleurs. Nous avons de plus en plus de mal à comprendre le besoin qui s'exprime aujourd'hui en matière de ressources humaines. Alors ce mot ressources humaines est un peu galvaudé, mais capital humain n'est pas toujours le meilleur non plus, mais un vrai besoin humain de comment aujourd'hui un jeune doit être aidé, accompagné pour pouvoir développer ses aptitudes, s'insérer dans son environnement et avoir des interrelations saines, riches, constructives avec ses pareils, ses semblables. Donc on voit bien que cette transformation des systèmes éducatifs, cette nouvelle donne éducative, est une transformation absolument systémique, profonde, structurelle, globale. Alors, bien évidemment, mon rôle n'est pas de vous dire quoi faire. Mon rôle en tant que prospectiviste, c'est de me mettre au service de la construction d'un monde meilleur et pour cela, de développer une démarche en 3 étapes. Comprendre le monde dans lequel nous vivons, comprendre les tendances à l'œuvre, leurs interactions, leurs évolutions, anticiper les opportunités et les menaces, certes, mais surtout anticiper les mondes à venir, anticiper les alternatives possibles, les enjeux majeurs qui se dégagent, les problèmes auxquels nous devons absolument répondre et surtout les nouveaux problèmes. Non pas ceux que nous connaissons, mais ceux qui sont à venir. Et enfin, proposer, c'est-à-dire aider à envisager de multiples possibilités, de multiples stratégies, moyens d'action, mais surtout buts à atteindre. Ce sont ces futurs désirables qui sont finalement la clé de notre construction de l'avenir. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons construire qu'à partir de nos aspirations, nos désirs, nos rêves. Et notre travail est de les révéler, de les faire coïncider avec ce que nous connaissons du monde et de leur fournir des instruments opérationnels pour pouvoir les construire. J'espère que cette vision de la prospective vous aura éclairé. Le Public Policy School se propose de développer un e-learning, mais je pense que l'Aziza nous en dira peut-être un peu plus là-dessus. Donc j'espère que tout cela vous aura donné envie d'y participer. Et puis je voudrais conclure avec cette très belle image que vous connaissez peut-être, qui est celle du festival Burning Man aux États-Unis, qui a lieu chaque année, où pendant quelques semaines, les gens viennent, plantent leur tente en plein désert, construisent quelque chose ensemble, quelque chose qui soit le plus beau possible, le plus extraordinaire, et à la fin le brûlent. Nous avons construit des systèmes éducatifs absolument extraordinaires, mais peut-être est-il temps maintenant, tous ensemble, de les brûler pour pouvoir créer quelque chose de neuf, de nouveau, porteur de sens, pour aider nos jeunes à affronter le monde qui vient. Je vous remercie de votre attention. Fabienne, je vous remercie pour cette présentation tout à fait pertinente au vu de la situation actuelle. Effectivement, dans le cadre du projet Imagining Africa's Future qui a été initié par la Fondation CP et en partenariat avec l'UNESCO, donc il y aura la mise en place de Future Literacy Lab au sein de l'université UMCISP. Donc nous vous tiendrons au courant davantage sur ces futurs
webinars, masterclass et activités sur la prospective qui seront initiées au niveau de l'UM6P. Je peux inviter Monsieur Malik Boumedienne peut-être à nous dire quelques mots puisqu'il est co-chair de la mise en place de cette initiative de prospective à l'UM6P. Puis après, nous ouvrirons le débat pour vos questions. Donc, je vous invite à écrire vos questions sur le volet conversation et puis on va essayer de modérer. Malik, si tu veux bien dire quelques mots sur les Future Literacy Labs que nous sommes en train de mettre en place à l'UM6P. Très bien, donc bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Donc, écoutez, merci de me donner la parole. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a pu dire Fabienne. Ça m'a beaucoup appris, en fait, hein, sur la question, évidemment, de la prospective, et notamment en ce qui concerne la question fondamentale de l'éducation. Alors, concernant l'UM6P, ce qui se développe en fait actuellement, donc on souhaite développer encore davantage la question de la prospective à travers notamment plusieurs supports. Il y a tout d'abord la formation continue, en fait, c'est le premier support. Ensuite, il y a également la volonté d'avoir d'organiser une veille en fait sur les évolutions possibles en fait, hein, les évolutions possibles, que ce soit au niveau international ou au niveau de manière beaucoup plus précise d'un État en particulier. Il y a également la volonté